Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Et Lanziz est sur notre plateau. Et Lanziz, bonjour. Bonjour Patrick. Évidemment, on va parler de l'action syndicale et le logo qui est derrière vous en témoigne. Mais l'actualité est là. Adrien Giraud est parti hier soir et on va l'accompagner dans sa dernière demeure dimanche à 13h à l'église Sainte-Marie. Vous étiez en contact avec Adrien Giraud, pas forcément sur le plan politique. C'est plus personnel. Vous le connaissiez personnellement et notamment quand vous étiez petit. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, je tenais à mon nom personnel et au nom de Force Ouvrière d'adresser mes très sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Et pour dire que j'ai beaucoup d'émotions. Hein, c'est une lourde perte pour le département et ici pour Mayotte. Pour moi, Adrien Giraud, c'était plus qu'un personnage politique, plus que la valeur politique. C'était un tonton, c'était un second papa, c'était quelqu'un de la famille. Parce que vous savez très bien que mon père, il fait partie du mouvement populaire, il a fait partie, parce qu'il est décédé en 2013, il a fait partie du mouvement populaire maoré. En 1976, il a été sous-préfet de Dzaoudzi. Il faisait partie aussi des compagnons de lutte de Younous Abamana, de Marcel Henry, d'Adrien Giraud. Et donc pour moi, c'est une lourde perte. Hein. Moi, Adrien Giraud, je me rappelle, à l'époque, mon père était conseiller général de Pamandzi. Et lui, il était président de la chambre professionnelle. Bon, on passait pratiquement tout le temps ensemble. On était chez lui. Vous alliez chez lui? Voilà, chez lui. Des pique-niques en famille. Ouais. Des Comment il était, voilà. comment il était dans la vie de tous les jours quand il n'était pas l'homme politique, mais quand il était entouré de sa famille, de ses proches, lors d'un voulé? Comment il était? Il avait le même comportement, plutôt réservé ou Non, il y avait un comportement convivial, il y avait la fraternité, il y avait la convivialité. Il aimait la vie. Hein. Voilà, donc on faisait la fête et tout, voilà, donc c'était très sympa, donc j'ai retenu ça de lui. Il y a un moment particulier que vous retenez de ces rencontres que vous avez pu avoir avec lui quand vous étiez petit, plus jeune en tout cas. Est-ce qu'il y a un instant qui vous marque, une anecdote que vous allez retenir de lui? Ben écoutez, à l'époque, dans les années 80, on n'avait pas tellement l'occasion de voir des cassettes vidéo. C'était quelque chose de... Des VHS voilà, très particulier. Donc pour la première fois, j'ai pu voir chez lui... Une vidéo. Une vidéo, oui, une vidéo. C'est pas n'importe quelle vidéo, c'était une vidéo de Ali Baba et les 40 voleurs. Voilà. Donc, génial. Voilà, donc ça m'avait marqué. C'est votre premier film en fait, vous l'avez vu chez Adrien Giraud en cassette VHS. Voilà, c'était Ali Baba et les 40 voleurs. Ça m'a plu, ça m'a beaucoup marqué. Fernandel. Voilà, avec Fernandel, c'était très sympa. Et voilà, après, pour l'homme politique, j'ai gardé de lui d'un personnage très éloquent. Voilà, il avait cette éloquence au niveau des meetings, au niveau des influences. Puis quand il parlait, voilà. On ne pouvait pas faire autrement que de l'écouter. Même pour les interviews, Samuel, hein, c'était difficile de lui couper la parole. On n'avait pas envie, on voulait l'écouter, l'entendre. Voilà, donc je retiendrai de lui un personnage très éloquent et très charismatique. Ouais, c'est clair. Voilà, donc c'est un grand hommage aujourd'hui qu'on lui rend aujourd'hui parce qu'il le mérite. Hein, et il y en aura encore un autre, et Lanziz, il y en aura encore un autre, ce sera dimanche à 13h à l'église Saint-Michel, je crois, à Dzaoudzi. On va à l'actualité, elle continue. Vous l'avez entendu juste avant vous, il y avait un autre syndicat, l'UNSA Police, qui expliquait clairement que le compte n'y est pas et qu'on a promis une CDI et qu'on commence à parler d'une UDI qui serait en fait une formule un peu plus moins onéreuse. Et dans l'actualité, il y a ce policier qui a perdu un œil suite à une pierre, un jet de pierre. Comment, quand on est syndicaliste comme vous, comment on réagit à ce genre d'actualité? Ah bah écoutez, c'est avec beaucoup de fermeté que je dénonce cet état de fait. Parce que vous savez très bien que le maintien de l'ordre, la sécurité publique, tout ça,
c'est une fonction régalienne, c'est l'État qui est responsable de tout ça. Donc, quand on se dit qu'on est dans la République et qu'on voit ces choses-là se produire en toute impunité, hein, ça devient des faits banals et tout. Vraiment, on peut s'indigner de cet aspect de la chose. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai l'impression que l'État n'a pas entendu le message qu'a voulu lancer la contestation de la population par le mouvement. Mais il y a quand même 1,3 milliard mis sur la table, Elanzise, par Annick Girardin. Écoutez, on n'est pas dans un débat de chiffres. Et il va falloir qu'on soit dans l'effectif. Est-ce que effectivement on a eu la réponse? Moi, je dis non. C'est pas ça la réponse. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que l'État a un peu brodé, hein, recherché quelques éléments par-ci par-là pour mettre à l'avant et dire que voilà, finalement, on a fait du neuf avec du vieux. Des projets qui allaient se faire naturellement, sans le mouvement de grève, on a réintroduit tous ces éléments-là en les faisant passer pour des nouvelles mesures. Donc je trouve quand même c'est très machiavélique comme des marchands. On pouvait faire mieux, hein, c'est-à-dire des vraies nouvelles mesures. Mais donc, ils l'ont dit sur ce plateau, y compris le préfet, Annick Girardin, à nos micros. Elle a dit attention, ça ce n'est que le début, c'est pour démarrer quelque chose. Et au fur et à mesure, on va abonder ce compte et faire augmenter ces chiffres. 1,3 milliard, c'est pas rien. Et elle dit ce n'est qu'un début. Écoutez, et tout ça a dépensé sur un mandat, Elanzise. On fait la différence avant le mouvement et après le mouvement. Est-ce qu'il y a une différence? Moi, je dis non. Il n'y a pas du tout de différence entre avant, c'est-à-dire au mois de janvier, et aujourd'hui au mois de mai. On est toujours, on nage dans les problèmes d'insécurité. C'est vraiment ambiante, c'est tous les jours qu'on est dans l'insécurité. Et on sait que le mot, le mal, qui est très profond, c'est l'immigration clandestine. Et est-ce que, Patrick, là, il faut se dire les choses, il ne faut pas avoir, je sais pas, il ne faut pas faire la politique de l'autruche. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en mesure de dire que il y a de l'espoir? Moi, je dis que non. Pourquoi? Parce que, jusqu'à aujourd'hui, il y a un problème diplomatique. Mais oui. On ne peut pas faire de reconduite à la frontière. Mais comment peut-on lutter contre l'immigration clandestine sans faire des reconduites à la frontière? Ça se négocie en ce moment, c'est la diplomatie, c'est le Quai d'Orsay. Et il faut le dire aussi, c'est que tous les jours, il y a des clandestins qui rentrent à Mayotte. Oui, c'est vrai. Donc Mayotte se remplit de clandestins et vous savez, avec son lot d'insécurité. Donc tout ça, l'État n'est pas en mesure, l'État est dans l'impossibilité de résoudre le problème de l'insécurité. Donc, c'est quoi la solution? Qu'est-ce que vous proposez? La solution, pour moi, parce que moi je ne crois pas au problème diplomatique. C'est la France qui fait vivre les Comores. C'est la France qui investit aux Comores. Même le franc, c'est le franc qui est tenu par une banque qui s'appelle la BNP, qui est actionnaire à 33%. C'est français, tout est français. De l'autre côté, au niveau influence, c'est un pays indépendant, oui, mais tout est influencé par la France. Mais comment peut-on, nous, ici à Mayotte, croire que la France n'arrive pas à avoir une diplomatie favorable pour maintenir l'ordre à Mayotte et pour faire des reconduites à la frontière vers les Comores? Ça, on ne peut pas le croire. Donc il va falloir que on ne mente. Il faut pas mentir aux Mahorais. Il va falloir que l'État prenne ses responsabilités ici à Mayotte. Et nous, ici, à Mayotte, ici, les citoyens de Mayotte, nous, ce qu'on réclame, pas grand-chose, hein. Plus de république à Mayotte, plus de république. Plus d'État. Plus d'État à Mayotte. Quand je dis plus de république, parce qu'il n'y a de république que sociale. La République, c'est pas la dictature. La République, c'est la République. Voilà, la République, c'est pour s'occuper de la population, s'occuper du confort de la population, s'occuper du bien-être de la population. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'à Mayotte, il n'y a pas de République, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'État. On est là, on vit, on survit, et c'est tout. Donc il va falloir qu'on redouble d'efforts du côté de l'État pour démontrer qu'à Mayotte ici, il y a de l'espoir parce que la République revient en force. Qu'est-ce que devient cette grève qui
On ne sait même plus si elle est terminée, pas terminée, avec tous ces barrages, tout ce qu'on a connu, cette grosse intersyndicale qui s'est déroulée depuis plusieurs semaines. C'est quoi aujourd'hui? Ça devient quoi? La grève, est-ce qu'elle est officiellement terminée? Est-ce qu'elle continue? À laquelle forme? On en est où aujourd'hui? Moi, je ne parlerai pas de grève, je parlerai de conflit. Oui. Entre la société civile, les syndicats Ok, on en est où de ce conflit et l'État. Ce conflit est toujours latent parce que la réponse appropriée n'a pas été donnée. Les Mahorais ont l'impression qu'ils n'ont pas été écoutés. Les Mahorais ont l'impression que l'État a répondu par du foutage de gueule en disant voilà, écoutez, je veux faire ça, ça et ça et ça. Et on sait pertinemment que tout ce qui va se faire allait se faire. Voilà. Et on aurait pu penser qu'il y a un effort de l'État quand les projets structurants comme l'aéroport, le port, le désenclavement terrestre, tout ça, si il y avait des efforts en particulier mis sur le financement de ces points, de ce plan de rattrapage. Mais aujourd'hui, on a un plan de rattrapage qui ne rattrape rien du tout. L'aéroport, c'est abandonné, même si on dit qu'il y a des études, on peut renvoyer les Mahorais à leurs chères études. Ça, c'est une expression. Oui, donc, pour moi, l'État a abandonné l'aéroport, l'État a abandonné le désenclavement terrestre, c'est-à-dire faire des voies express, des voies rapides et tout ça. Il n'y a aucune annonce sur ce côté-là. Donc aujourd'hui, on est en droit de penser que c'est le statu quo et que tout ce qui a été avancé là, vous aurez une ARS, je sais pas quoi. On devait avoir une ARS pour Mayotte. Vous allez avoir l'hôpital qui va être financé de petites... Mais on allait avoir ça. Donc, tout ce qui a été annoncé, ce sont des choses qui se font naturellement dans un département. Mais le développement, c'est-à-dire des voies express, l'aéroport, tout ça, ça, c'est pas naturel. Il va falloir qu'il y ait une volonté politique de faire un vrai plan de rattrapage. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question opposée, Lanziz. C'est un peu la même question que Patrick, mais je vais un petit peu plus loin. Moi, j'entends votre frustration, mécontentement, et je pense que vous avez raison. Mais, et maintenant ? On attend la fin du mois de Ramadan et la fin des tremblements de terre peut-être pour repartir sur le terrain. Vous avez envoyé un communiqué en début de semaine en disant « Nous allons continuer à sensibiliser la population dans les villages ». Pour faire quoi? Pour refaire la grève? Pour rentrer à nouveau en conflit? Pour refaire des barrages? Pour mettre la pression sur l'État demain? Écoutez, vous savez très bien que la grève, c'est-à-dire les blocages, tout ça, c'est pas le but, c'est pas l'objectif de l'intersyndicale, c'est pas l'objectif de la société civile mahoraise. L'objectif, c'est de faire comprendre à l'État que nous avons besoin de plus de République et plus d'État ici à Mayotte. Nous avons besoin d'infrastructures telles que l'aéroport, le port, les voies express, les écoles, les universités. Nous avons besoin de toutes ces infrastructures-là parce que nous sommes dans la République. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en train de réclamer un dialogue social avec l'État qui est notre interlocuteur direct. Donc, face à cette demande-là, aujourd'hui, on a essuyé une fin de non-recevoir. Parce que quand on voit les trains de mesures qui sont annoncés, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'attente de ce dialogue social constructif. Le climat social, Lanziz, rapidement, parce qu'on est très en retard, le climat social au sein des entreprises, mais également des services, des collectivités, de l'État. Comment est le climat social actuellement sur Mayotte? Le climat, il est délétère, il est explosif. Aucune entreprise aujourd'hui n'arrive à survivre tranquillement parce qu'il n'y a pas de commande publique, il n'y a pas tous ces grands travaux qui peuvent relancer l'économie. Donc aujourd'hui, vous savez très bien que les entreprises survivent, ne se développent pas. Parce qu'on ne peut pas se développer s'il n'y a pas des grands travaux.
Et vous voyez dans tous les départements métropolitains, il y a toujours dans les grandes villes, là, on change les trottoirs, Réunion, on change ici, voilà, on est en train de revoir l'assainissement. Il y a toujours des travaux à droite, à gauche. Mais ici à Mayotte, il n'y a pas de travaux, il n'y a rien du tout. Il y a des petits caniveaux de 1000 € qu'on fait de temps en temps. Mais c'est pas ça ce qui va relancer l'économie. Ici à Mayotte, on ne peut pas avoir d'entreprise stable si on ne relance pas l'économie par des grands travaux. Et les grands travaux, on les a réclamés quand on a fait le mouvement de grève, mais l'État nous a fait essuyer un refus total et catégorique. Et si on n'a plus d'entreprise, ou en tout cas pas assez d'entreprises, vous, les syndicats, vous n'avez plus de travail. Oui, voilà, on n'a plus de travail et il n'y a plus il y a plus de société structurée. C'est clair. C'est ça, donc. Merci beaucoup, Elan Ziz. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau en cette période un peu compliquée, notamment avec la disparition d'Adrien Giraud et votre témoignage. Et Dieu sait qu'il est important. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.